Bonjour, bonjour à tous. Bonjour J'espère tout que le vous allez monde. bien. On va attendre encore quelques minutes avant de démarrer le webinaire. Alors, hop, bienvenue. J'ai activé le chat normalement. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si vous nous entendez bien et si tout est OK de votre côté? Hmm. Très bien. Oui, très bien. OK, super. Merci. Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Mhm. Hop. On a un petit comité aujourd'hui. Mhm. Enfin, c'est bien, au moins vous pourrez poser toutes vos questions. On pourra prendre le temps aussi d'y répondre. N'hésitez pas aussi à lever la main ou à intervenir directement à l'oral, hein, si vous voulez. Sinon, on peut très bien rester dans le chat ou dans le Q&A. Oui, alors j'avais vu que les personnes étaient de différents backgrounds, donc j'avais prévu justement des quiz, donc on va voir comment au fur et à mesure qu'on avance et que les gens nous rejoignent. OK. Donc, je vais commencer alors doucement le webinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Cliché, je suis docteur en hématologie-oncologie et je suis aussi Customer Success Manager chez Elsevier. Donc, tout ce qui est euh, adoption des solutions de l'accord et accompagnement. Et donc, je suis accompagnée par Joanne Sapin, qui est aussi Customer Success pour la France et qui va Excellent. aujourd'hui aider dans la modération des questions. Ouais, exactement. Alors aujourd'hui, on va parler de la licence nationale et comment bénéficier de la licence en publiant gratuitement en open access. Alors on va parler de qu'est-ce que c'est un accord et et spécifiquement de l'accord français, les définitions clés, les critères d'éligibilité, juste pour vous donner un- une vision du parcours de l'auteur et puis un tout petit peu du parcours institutionnel. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et à la fin, je vais juste, s'il n'y a pas, répondre à vos questions et aussi répondre à des questions qui sont assez fréquentes. Alors, pour commencer, je vais quand même commencer avec un sondage pour voir la connaissance de l'open access et de l'accord. Est-ce que vous voyez le sondage? Oui, je pense. Oui, je vois que oui. Oui, je vois le sondage de mon côté. Donc il y a deux questions, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, euh, donc en fait, il faut juste sélectionner les types d'open access qu'on connaît. Alors, je pense que la plupart d'ici connaissent très bien, mais c'est vrai que comme j'ai vu il y avait des participants un peu de partout et il y a des questions parfois qui sont un petit peu mélangées sur les différentes modalités de publication d'open access. Ah, je vois déjà qu'il y a des personnes qui ont publié, c'est bien.
Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler et qui ne savent pas euh, du tout ce qu'est l'accès ouvert. Je vais vous donner. Ok, je pense que c'est bon. C'était juste donc pour vous, pour avoir une vision. Donc voilà, les accès, il y a différents types d'accès ouverts. Vous voyez qu'il y avait l'accès Gold qui est le hybride, sachant que la revue qui est totalement en voie dorée ne publie que des publications de ce type, donc il y aura des APC à payer, tandis que les hybrides, ils vous donnent, vous avez l'option de publier en souscription sans paiement et de publier en open access avec un paiement qu'on appelle des APC. Application Publishing Charges. Il y a bien sûr l'accès ouvert, que c'est donc les auteurs qui auto-archivent leurs manuscrits, par exemple dans HAL. Donc, de publier Open Access, ça ne vient pas Gold, ça ne vient, ça vous permet aussi de mettre en archive vos publications. Ce n'est pas et ou un ou l'autre, mais ça peut être aussi et un et l'autre. Donc les deux ensemble. Euh, donc la plupart connaissent, mais et on comprend les modalités. Il y en a une personne qui a déjà publié, certaines qui s'apprêtent à publier. Je vous partage les résultats. Et voilà, donc on va aller sur... C'est bon, on voit bien ma Ouais, présentation? OK. Donc, qu'est-ce que c'est un accord de Read and Publish? Après, je l'ai traduit, donc lecture et publication. C'est un accord donc global de lecture et publication. Donc, cet accord, il a commencé en 2004, donc associé au consortium français, qui est un consortium pour l'ensemble des établissements et missions d'enseignement supérieur et de recherche, et, euh, et qui est en vigueur entre 2004 et 2027, donc jusqu'à la fin de 2027. Donc, j'ai mis les liens. Donc, vous avez notre hub où il y a des détails pratiques et vous avez aussi le communiqué du ministère à ce moment-là sur cet accord. Donc, dans ce cadre-là, le coût des publications des APC, que ce soit hybride ou gold, est couvert dans cet accord. Donc, les auteurs correspondants n'ont pas à payer des frais. Donc, en France, cela signifie qu'il y a 255 institutions qui sont dans cet accord. Il y a 1849 titres de lecture, qui est la Freedom Collection. Et puis, pardon, euh, c'est ici. Ne regardez pas, il y a une erreur de frappe. Et puis en publication, il y a 2440 revues éligibles, un peu plus que ça. Euh, et on voit que avant, donc c'est le quatrième accord en licence nationale. Donc les accords précédents étaient surtout dans la partie lecture. Donc on voit qu'en 2023, il y avait 15% des articles qui étaient en open access. Ici, je comptais que le gold, parce que c'est ce qu'on a la vision avec les données Elsevier. On était à 15%, en 2024, on est à 58% et en 2025, on est à 69%. Donc, ça a permis d'accélérer l'ouverture et l'accessibilité de la recherche française dans la publication. Donc, ici, c'est les chiffres, c'est le taux d'adoption Open Access des publications françaises avec Elsevier. Donc, ce n'est pas la publication française générale, voilà, avec tous les éditeurs, mais j'ai vu qu'on est en ligne avec les chiffres nationaux aussi à 69%. Donc, sur la définition, sur comment ça marche, cet accord, donc le, l'auteur qui est éligible est ce qu'on appelle l'auteur de correspondance soumettant, soumission de l'auteur de correspondance. C'est-à-dire que c'est l'auteur qui va soumettre dans notre plateforme, qui s'appelle Editorial Manager, l'article et qui va être en correspondance avec l'éditeur. Donc, il va nous fournir son affiliation et c'est cette affiliation qui compte donc pour les critères d'éligibilité. Comme ça, quand il nous fournit son affiliation, on va
on va matcher avec la liste des institutions françaises qui sont dans cet accord. Donc ici, c'est ce que j'ai dit, je ne l'ai pas lu, mais je vous laisse lire. Donc chaque article a un seul auteur correspondant. Alors c'est bien de faire, parce que c'est aussi une question fréquente, la distinction de, oui, l'article, dans la signature, il y a peut-être plusieurs auteurs de correspondance. Mais dans ce flux ici pour l'open access, il n'y en a qu'un seul ici, et c'est celui qui soumet via le portail et qui reste en correspondance avec l'éditeur qui va signer du coup tous les documents euh, dans le cadre de cette publication et représentant tous les auteurs et les co-auteurs de ce document. Mais donc, c'est la filiation de cet auteur qui compte. Donc, la date d'acceptation, c'est cette date qui aussi va compter. Donc, que cette date d'acceptation reste entre donc 2024 et 2027. Donc, aujourd'hui, en 2025, 2026, pardon, et jusqu'à la fin de 2027. Donc, un article accepté le 30 décembre 2027 est éligible. Et donc, la plateforme aussi, c'est pour les administrateurs. Donc, la date d'acceptation doit correspondre. Les affiliations des auteurs, donc, c'est l'auteur correspondant qui soumet, qui doit être affilié à une institution participante à l'accord. Le titre de la revue doit être dans une revue éligible. Donc, pour l'accord français, c'est un accord assez unique parce qu'il y a les revues hybrides et aussi les revues full gold, donc les revues qui publient que de l'open access. Et bien sûr, l'APC, le quota d'APC doit être disponible, mais on est très large, donc ça n'a pas été pour l'instant un problème pour 2024-2025. Et voilà les types d'articles qui sont compris ici. Les rapports de cas, les données en bref, les data in brief, les articles, les micro-articles, les articles de synthèse, les protocoles, les publications de logiciels, une communication courte, une courte synthèse, un article vidéo. Donc, tous ces types d'articles sont inclus. Et là, comme je vous disais, donc ici, par rapport à à l'accord français. Donc, je vous ai mis les chiffres par rapport au quota. Donc, en 2026, il y a 11 410 quotas d'APC, donc de publications, qui ont été négociés. Et donc, c'est très large et voilà, on n'a jamais dépassé ces quotas-là. Donc, ce ne serait pas un problème, en tout cas pour les auteurs français. Et pour ce qui est Cell Press et Lancet, dans ce cas-là, il y a 10% de réduction dans les prix des APC. Est-ce que jusque-là, il y a des questions, Joanne? Non. Non, il n'y a aucune question. On vous donnera après le PowerPoint. Enfin, vous aurez accès au support de présentation et on corrigera les fautes d'anglais. Il y a pas, il y a eu quelques soucis à ce niveau-là, mais voilà. En tout cas, je voulais juste rajouter quelque chose parce que souvent j'entends des utilisateurs qui ont mal compris cette histoire de quotas. Comme l'a dit Sarah, les quotas, c'est très large. On a fait en sorte qu'ils soient quasiment jamais atteints et ils sont pas atteints, enfin, ils n'ont pas été atteints les dernières années de loin. Donc vraiment, il n'y a pas de stratégie à avoir en se disant où je vais vite publier en début d'année avec l'accord pour éviter d'avoir un souci au niveau des quotas. Il n'y a pas à avoir ça. Et comme l'a dit Sarah, c'est un quota qui est centralisé au niveau de la France. Donc une institution n'a pas X quotas par rapport à une autre en fonction de sa taille ou autre. Donc là, il y a vraiment pas de stratégie à avoir à ce niveau-là. Ok. Donc là, c'est juste pour vous donner un aperçu comment ça marche du côté de l'auteur, quand l'auteur soumet son papier chez Elsevier. Donc ici, c'est à la soumission. Donc à la soumission à titre indicatif, donc on va lui montrer que ça peut être éligible à l'accord, mais encore une fois, ça va dépendre de la date de l'acceptation. Donc c'est une première indication. Donc ici, l'auteur va fournir des données d'affiliation
Et donc, comme je disais avant, ces données d'affiliation sont fournies dans ce cadre-là, parce qu'il y a des données d'affiliation qui sont sur le papier en tant que telles. Ici, c'est vraiment pour matcher avec l'institution. Donc, au plus simple, ne pas mettre le nom du laboratoire parce qu'on aura des difficultés, parce que souvent, les laboratoires ont plusieurs tutelles, donc on ne sait pas à qui l'attribuer, ou un département. Donc, restez simple, si vous êtes à telle université ou tel institut de recherche, l'INRAE, le CNRS ou que sais-je, restez donc sur euh, le niveau par, on va dire comme ça, le niveau de institutionnel. Donc là, à titre voilà, d'indication ici à la soumission, est-ce que vous avez compris? Ce qui compte, c'est après acceptation. Il donc donne les différentes que cet article peut être éligible à sous l'accord qu'il y a entre Couperin et Elsevier. Et donc on le montre comme ça. La PC serait à payer avec le prix et puis moins le prix, donc il y a 0 euros à payer. Sarah, Oui. pour revenir à cette slide, si je peux conseiller tous les utilisateurs ou tous les auteurs ou les bibliothécaires qui accompagnent les auteurs, c'est de bien s'assurer qu'ils voient bien le rabais sur cette page-là. Ce rabais-là, ça permet de vérifier que l'institution a bien été rentrée. Parce que comme tu as dit, Sarah, parfois il y a des ratés au niveau des labos. Si on est trop spécifique au niveau de son institution, on peut avoir un souci dans le rattachement de ce laboratoire-là au niveau de la licence nationale pour X ou Y raison. Et cette page-là vous permet aussi de vérifier si, il n'y a pas un souci au niveau de la prise en charge des APC, parce qu'à ce moment-là, vous verrez ou non s'il y a un rabais. Et si vous avez publié dans une revue qui est éligible, normalement, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de rabais. Donc à ce moment-là, peut-être revenir à la page d'avant et mettre le nom de l'institution principale. Donc au lieu du labo de chimie, blablabla, vous mettez Université Paris-Cité. Et, et normalement, il y a aucun souci à ce niveau-là. Mais voilà, cette page peut permettre aussi de vérifier si la prise en charge va bien être effective ou non. Ce qui compte, ah oui, donc pour le Lancet et le Celpress, donc il y a une remise. Donc ici, c'est indiqué la remise. Et pour ceux qui utilisent Chorus Pro, maintenant c'est aussi si vous l'avez activé, maintenant c'est aussi indiqué qu'il y a un numéro de bon d'achat à communiquer. Alors, après acceptation, donc c'est vraiment quand l'article est éligible à ce moment-là et, euh, et qui rentre dans le parcours pour bénéficier de l'accord. Donc, l'auteur, il reçoit un email en indiquant euh, pour aller sur ce lien-là pour compléter le formulaire. Donc, le formulaire de droit et d'accès. Donc, tout ce qu'il a déjà pré-rempli avant, ça sera déjà pré-rempli. Donc, il a déjà rentré son institution, donc ça sera déjà pré-rempli. S'il y a une correction à faire, peut-être que au niveau de la soumission, justement, il a peut-être rentré le laboratoire, le département, ou que sais-je. Donc, ici, ça permet d'aller chercher l'institution principale. Mais si tout est déjà rentré et de toute façon, il y aura quelque chose. Donc, ça est bien rentré. Il y a juste à continuer parce que l'information est déjà là. Donc, il y a aussi les informations des co-auteurs, les informations de financement parce que dans certains cas où il y a aussi des financements avec qui on a des partenariats. Et puis, le choix de l'auteur, soit de publier Open Access, qui apparaît en premier, ou souscription en deuxième. Ça a été aligné avec le consortium. Et donc, ici, c'est bien indiqué qu'il n'y a pas de charge euh, pour l'auteur, pour la PC.
Il y a besoin de la validation de l'administrateur de l'institution pour que cet APC soit validé. Donc, juste pour valider que l'affiliation est bien correcte, et bien, que l'auteur est bien affilié à l'institution. Et puis, le parcours va continuer quand on choisit Golden Open Access, donc la voie dorée. Par rapport au Lancet ou SL Press, où il y a une remise, dans ce cas-là, voilà, il y a une indication qu'il faudra mettre le bon de commande. Donc, c'est déjà implémenté, en fait, cette slide. Hein, et puis après, choisir les différentes licences. Donc, la première qui apparaît, c'est CCBY. Là, et puis, en, en fait, c'est pas, pardon, parce que ça, c'est une slide qui n'est pas une slide qui a été mise à jour pour comment maintenant ça apparaît en termes de layout. Mais pour la France, le CCBY apparaît en premier et puis après apparaissent les autres licences. Donc ici, par rapport à cet exemple, en fait, le CCBY, c'est le premier choix qui apparaît pour la France. Donc, le CCBY étant la licence la plus ouverte pour l'open access, pour les travaux dérivés, pour aussi utilisation commerciale. Après, le CCBY NC, donc non commercial, donc ça permet les travaux dérivés, mais pas l'utilisation commerciale. Et le NCND, donc c'est une licence en accès ouvert, mais les utilisateurs n'ont pas droit de faire des travaux dérivés ni une utilisation commerciale. C'est- Sachant que peu importe la licence, les auteurs, ils gardent leurs droits à eux chez Elsevier. Donc ça va dépendre des éditeurs. Mais en tout cas, chez nous, donc les auteurs gardent, peu importe s'ils ont choisi CCBY-NCND, qui ne permet pas de commercialiser ou de faire des travaux dérivés, les auteurs peuvent le faire parce que c'est leurs travaux. Donc il y a une distinction entre les utilisateurs et l'auteur. Et donc ça, c'est le choix que l'auteur il a pour choisir les différentes licences. Donc par la suite, donc il va donc cocher les cases ici s'il rentre voilà, dans quelque chose de spécial par rapport aux travailleurs gouvernementaux ou autres. Euh, et puis signer la licence de publication et de la revue. Donc, une fois qu'il a signé, tous les co-auteurs vont, donc il y a le résumé, et puis une fois qu'il a terminé le parcours, tous les co-auteurs vont être, vont recevoir un email avec toutes ces informations-là. L'article va être disponible dans les 24 heures sur Science Direct et il va apparaître dans la plateforme institutionnelle pour validation dans les 48 heures. Et contractuellement, vous avez 3 semaines pour valider la demande pendant l'été, il y a une semaine en plus qui se rajoute euh, demandée par Coprin. Donc, après, l'administrateur peut approuver la demande. Donc, l'auteur, du coup, il va être, les APC, il n'aura rien à payer. Et si, il y a un rejet de la demande, donc, l'auteur aura le choix de payer ou de publier en souscription s'il n'a pas les fonds. Donc, il pourra encore, changer le modèle si besoin. Alors, pour l'institutionnel, donc 48 heures après, cette demande apparaît sur la plateforme des administrateurs où ils peuvent approuver, rejeter et puis aussi transférer. Ce qui arrive beaucoup en France, c'est les transferts, de transférer d'une institution à une autre. Donc, on invite vraiment les auteurs à bien renseigner leur institution principale. Euh, pour éviter des délais pour acceptation. Donc, ça se présente comme ça, approuvé, rejeté, ou alors
transférés à une autre institution. Donc les auteurs, ils ont la communication, comme quoi ça a été validé. Ou alors on a aussi la possibilité de communiquer avec les auteurs aussi si ça a été rejeté. Pour les administrateurs, vous avez aussi accès à l'analytique de votre institution. Donc, vous pouvez voir combien depuis le début de l'accord, par exemple, combien d'articles ont passé par le OAP, combien ont été validés, mais combien aussi d'articles sont éligibles, mais les auteurs ont choisi la souscription. Donc, c'est ce que vous avez ici sur la partie souscription, il y en a 6. Donc, ces articles sont éligibles, mais l'auteur, par une raison ou une autre, a choisi la souscription. Donc, vous avez tous les détails. Certaines institutions font aussi un travail d'aller voir les auteurs pour voir s'il y avait un problème de méconnaissance de l'accord et s'ils souhaitent faire publier en open access et changer, parce qu'on peut du coup changer le modèle jusqu'à le 31 janvier de l'année d'après. Et, euh, et donc ça permet aussi de faire ça, déjà de regarder comment ça se passe l'accord au niveau de votre institution, et puis aussi de peut-être faire ce travail au niveau des auteurs pour savoir s'il a une méconnaissance de l'accord ou voilà, ou c'était vraiment un choix éclairé ou pas pour la souscription. Donc il y a des rapports que vous pouvez faire. Et donc, dans les OAP, vous pouvez télécharger la liste des revues éligibles. Et dans notre hub, on a la liste des revues éligibles qui sont communs à tous les membres de Coprin. Mais il y a des institutions, il y a d'autres titres qui sont payés par des institutions qui sont aussi éligibles, qui font pas partie du tronc commun des abonnements. Donc, en téléchargeant, en téléchargeant cette liste depuis les OAP, vous avez vraiment la liste de votre institution tenant compte de ces titres-là que vous avez parce que voilà, il y a des abonnements dans votre institution. Donc, c'est vraiment la liste est spécifique de votre institution. Et si vous êtes plusieurs à faire des demandes à faire des validations, vous avez aussi la possibilité de faire des notes. Par exemple, si c'est en cours et voilà, il y a quelque chose qui et information que vous devez valider, donc ça permet de l'autre personne d'aller sur les autres demandes. Et puis, sur la partie transfert, comme j'ai dit, qui est très utilisée en France, euh, ouais, par rapport à cette complexité qu'on a des multitutelles aussi, et donc la possibilité de transférer vers une autre institution. Donc, il y a plusieurs types de supports. On a le support de l'auteur. Donc, si l'auteur souhaite changer de modèle, soit souscription vers un open access vers souscription, c'est l'adresse oasupport@elsevier.com pour tout ce qui est administrateur, modification, voilà, problème de euh, création, modification du profil. C'est Agreement Activation Elsevier. Vous pouvez aussi nous contacter, moi et Joanne. Et puis, on a aussi dans le hub des vidéos de différents du parcours auteur, du parcours institutionnel, ainsi qu'une une FAQ. Donc, je pense que j'ai déjà parlé de ça, mais voilà, comme c'est une question qui est très souvent posée, donc pour le cas de changement de modèle, vous avez jusqu'au 31 janvier de l'année suivante pour faire la demande. Donc, pour la publication de 2026, ça sera jusqu'au 31 janvier 2027. Si la demande d'APC a été rejetée et vous n'avez pas les fonds pour les payer, vous avez la possibilité de changer vers la souscription. Et vice-versa, si par exemple vous aviez une méconnaissance de l'accord et que vous souhaitez en fait en bénéficier, vous pouvez le faire comme je vous ai dit. Que je ne sais pas s'il y a des questions sur... Oui, Ouais. il y a une question qui est très intéressante. Je ne savais pas. Alors, il semble que vers la fin de l'année, certaines institutions mettent en garde les auteurs affiliés qui souhaitent publier chez Elsevier en open access sur le fait que les quotas sont atteints
et qu'ils devront Ah, payer leur publication. Or, le quota de Elsevier n'a jamais été atteint. non, Avez-vous également reçu des retours à ce sujet? Donc, personnellement, j'ai jamais eu de retour. J'ai déjà eu des questions un peu de personnes qui étaient stressées par rapport à ça, qui avaient mal compris le système de quotas, qui savaient pas exactement combien il en restait ou autre. Mais ce côté plutôt stratégique en disant vite, allez récupérer, attention, il y a quasiment plus de quotas. Ça, non, sachant on n'a pas atteint les quotas et on était loin de l'atteindre dans le sens où on a eu peut-être 9000 sur 11 000, donc il en restait quand même pas mal. Je sais pas si toi, Sarah, t'as eu un retour d'expérience à ce niveau-là. non, non, non plus. Je n'ai pas eu de communication dans ce sens. En tout cas, je suis pas, j'étais pas consciente de cette communication. En tout cas, sur le quota PC global, il n'y a pas, voilà, et, euh, et à ma connaissance, ouais, voilà, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de quota, institutionnel en France. Ouais, d'accord. C'est un quota partagé par toutes les institutions. Et donc, voilà, il y a toujours eu. Ce qu'il y a en fin d'année, c'est que, voilà, il y a cette deadline sur le changement de modèle. Donc, s'il a besoin de changement de modèle, c'est jusqu'au 31 janvier. Mais par rapport au quota, ce n'est pas un frein. Oui, voilà, exactement. Peut-être qu'il y a cet aspect-là. J'ai mis dans le chat le lien de Couperin par rapport à l'accord qui récapitule énormément d'informations qu'on nous a déjà données, qui répertorie nos vidéos. Donc ça, voilà, vous avez une piqûre de rappel en plus avec ce site. Et ce qui est intéressant sur ce site, c'est qu'ils le mettent énormément à jour parce que eux, comme nous, ont la vision globale du nombre de quotas restants pour l'année et ils le mettent directement sous leur onglet droit de publication. Donc quand vous allez sur le site, vous allez un peu juste en dessous de la liste des titres éligibles et vous avez par exemple au 7 janvier 2026, donc ils le mettent à jour tous les mois, hein. Ça va bientôt être mis à jour. 16 droits de publication en accès ouvert immédiat ont été utilisés. Il en reste 11 394 à consommer. Sachant que, euh, pour rappel, en 2025, voilà, là on a le chiffre exact. 7 651 droits de publication en open access ont été utilisés sur un stock de 11 000. Donc vous voyez quand même, il y avait une différence qui était quand même assez large en termes de quotas. Et comme on le rappelle, c'est un quota vraiment général. Il y a une autre question dans le chat. Bonjour, si les quotas sont atteints, les chercheurs devant payer eux-mêmes, proposez-vous des tarifs spécifiques si les chercheurs souhaitent payer avec leur propre porte-monnaie? Je pense pas qu'il y ait vraiment un traitement spécifique par rapport à ça, sachant que la facture ne va pas forcément directement au chercheur, elle peut aller au labo ou au centre de recherche. Donc après, cette facture-là, elle est émise par rapport à cet article. Mais non, il y a pas forcément de. Enfin, je sais pas, Sarah, tu peux me dire Oui, si tu peux me d'accord. contredire, hein, mais Oui, d'accord. L'accord est fait pour que vous n'avez pas à payer. Donc, si voilà, vous êtes éligible, vous êtes un chercheur en France, vous allez soumettre le papier ou alors un co-auteur qui est de votre labo va soumettre ce papier. Vous rentrez dans les cases éligibles. Voilà. Donc, en fait, l'accord est fait pour que vous n'ayez rien à payer. Alors, si quelque chose ne rentre pas dans les cases, soit, je ne sais pas, vous êtes un chercheur d'un autre pays et vous dites que c'est, je ne sais pas. Ou alors, ça peut aussi, c'est votre co-auteur d'un autre pays qui en fait a soumis l'article. Donc ça peut, si ce pays-là n'a pas d'accord aussi, ça peut être dans ce cas-là. Donc voilà. Donc ces sessions sont faites pour que vous connaissez les modalités
Et ainsi, vous pouvez mieux voir qui sera l'auteur à soumettre dans la plateforme, par exemple. Alors, si s'il y a un rejet parce que vous rentrez pas dans les cases dans l'accord français, l'auteur correspondant rentre pas dans la case dans l'accord ou parce qu'il n'y a pas d'accord dans son pays, dans son université, dans son institut, il n'y a pas de, euh, il n'y a pas de, alors il y a des initiatives au niveau global, donc notamment pour les pays en développement émergent. Donc eux, ils peuvent avoir, que ce soit dans, j'ai oublié le nom maintenant, il y a des initiatives Elsevier globales. Foundation? Oui, voilà. Comment ça s'appelle? Elsevier Foundation? Non, pas Elsevier Euh, Foundation. Research for Life. oui, ah Research oui, ok, for Life. ouais. Que ce soit dans Research for- Research for Life ou autre. Donc voilà. Mais ça rentre dans une initiative globale. Donc dans le cas par cas, ça sera pas, il n'y a pas de. Dans un cas français, dans un cas franco-français, franchement, il y aura pas de rabais parce qu'il y a un problème de budget. Là, je vois votre réponse. Je vais la lire à voix haute, comme ça tout le monde l'a. Beaucoup de laboratoires n'ont plus de fonds et doivent donc sélectionner l'usage des fonds, même si les cases sont toutes cochées. Du coup, l'OA est momentanément, excusez-moi, inaccessible financièrement. Mhm. Oui, on comprend, mais il n'y a pas forcément, non, il n'y a pas forcément de rabais là-dessus. Après, encore une fois, euh, dans votre question, ça implique qu'il n'y ait plus de quotas ou autre. Comme on l'a vu, chaque année, les quotas sont en train d'augmenter et on est très loin de les avoir atteints. Donc vraiment, il faudrait que ce soit un scénario plus au 31 décembre. Si tout le monde a publié énormément en open access, peut-être qu'on atteindra ce quota, mais je vois pas pourquoi on l'atteindrait cette année et pas les autres. Donc, vous inquiétez pas. Si vous faites partie d'un laboratoire qui fait partie de l'accord de transformance, c'est-à-dire qu'il y a quasiment toutes les institutions qui font partie de cet accord, il n'y a pas de raison que vous ayez des frais quand vous publiez en open access, sauf si bien sûr vous publiez dans une revue Cell ou The Lancet. À ce moment-là, vous aurez, je rappelle, 10% de rabais. Et si toutefois il y a une facture par rapport à ces journaux qui est pas, enfin, que vous pouvez pas considérer payé parce que vous n'avez pas assez de fonds ou autre, vous pouvez toujours changer, si c'est une revue hybride, en souscription. Et là, quand vous publiez en modèle souscription, vous n'avez pas à payer, sauf que votre article ne sera pas accessible en accès ouvert. Donc après, je vois ce que vous voulez dire, mais vous inquiétez pas, au niveau de la France, si l'auteur de correspondance est français et aussi si, par exemple, en Allemagne, il y a également des deals, en Italie aussi, donc vérifiez aussi avec les auteurs avec vos co-auteurs si vous êtes dans une équipe internationale, mais vous pouvez facilement accéder à cette gratuité au niveau de l'open access parce qu'il y a ce deal qui est mis en place. Donc ça, il y aura pas forcément trop à stresser là-dessus. Et voilà, l'accord, il a été fait pour ça, en fait, pour rendre accessible l'open access. Donc, c'est exactement pour cela que cet accord existe. Donc, pour que vous puissiez publier et sachant que ça a été couvert par votre institution dans les négociations de cet accord. Donc, j'espère que ça va permettre justement de rendre accessible pour vous aussi, pour votre laboratoire, l'open access. Comme j'ai montré tout à l'heure, il a plus de 2440 revues qui rentrent ici et ça inclut aussi tant les revues hybrides et que les revues qui sont, qu'on appelle complètement gold, donc qui publient que l'open access. Et encore une fois, ça c'est une négociation assez unique en France. Euh, donc, je pense que vous avez toutes les chances de votre côté pour que vous ayez la prise en charge de cet APC. Exact. J'ai vu une main levée de Madame Van Orbeck. Je sais pas si... Ouais, je vais vous donner la parole. Hop. À un moment, si vous enlevez le mute, vous pouvez parler directement. Ok, Via le... ok. Ouais, super.
C'est bon. Bonjour. Merci. Non, j'étais en train d'écrire la question pour pas déranger, mais en fait, moi, je viens d'écrire un article, mais le premier auteur est un Canadien. Et les deux auteurs suivants, moi et un autre co-auteur, nous sommes français. Donc, si moi, je soumets pour pouvoir faire l'open access, ça peut fonctionner. Il y a Bien pas... Oui, sûr. Ah parce bon, que ça ok. rentre. Ça rentre dans l'éligibilité. D'accord, très bien. C'était ma question. Très bien, merci beaucoup. Oui, en effet, c'est en gros, premier auteur et auteur de correspondance, c'est vraiment différent. Un auteur de correspondance, on le rappelle, Hmm, c'est la personne qui d'accord. va se mettre en relation avec Elsevier, il va soumettre les différentes informations lors du parcours auteur. Donc à ce moment-là, vous mettez bien votre institution principale et pas forcément le labo dans lequel vous travaillez pour éviter toute confusion. Mais voilà, que vous êtes premier auteur ou dernier auteur ou je ne sais quoi, Change pas. il n'y a pas de D'accord. souci. Ok, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que des gens veulent lever la main, intervenir? Peut-être des remarques aussi, des retours d'expérience euh, par rapport à votre établissement ou des choses. Dans tous Alors, les cas, euh, alors dans tous les peut-être cas. Ah, pardon, j'ai vas-y. j'ai un retour d'expérience d'une institution que je pense que ça peut être intéressant. Donc, cette institution, elle fait ce travail auprès des chercheurs pour savoir, ah, vous avez publié souscription, est-ce que vous connaissez l'accord, pourquoi vous avez choisi? Et en fait, la plupart du temps, ils avaient peur de recevoir une facture, donc ils ont voulu choisir souscription. Et du coup, par la suite, ils voulaient ouvrir l'open access, donc c'est un choix de l'auteur. Et on a on allait donc on rouvre le parcours pour qu'ils choisissent le modèle. Alors beaucoup de fois l'auteur donc il écrivait par mail oui je veux ouvrir etc. Quand on envoyait parce que voilà on comprend il y a beaucoup de choses voilà ils ont d'autres choses à faire ils ont une recherche à faire des financements à écrire et ils oubliaient de d'aller sur le parcours pour compléter. Alors, dans ce cas-là, il y a alors, encore une fois, l'auteur, c'est lui qui choisit et donc il a été clairement, il a indiqué clairement à la personne qui voulait changer. Donc, dans ce cas-là, on peut aussi utiliser quand on fait la demande, parce que voilà, l'auteur n'a pas le temps de le faire. Voilà, c'est dans ce là. Une autre personne désignée peut le faire, sachant encore une fois, l'auteur a dit qu'il voulait publier Open Access et il autorise cette personne. Et donc là, dans ce cas-là, c'était l'appui de la recherche qui faisait ça avec l'accord de l'auteur et signait euh, en, et coché ici pour signer on behalf. Est-ce que tu peux m'aider dans Oui, la oui, je traduction? réfléchis. Alors, traduire l'anglais à chaque fois en français, c'est toujours. Ça porte toujours à confusion. On behalf, c'est prendre la responsabilité. Voilà, à Enfin, la à place. la. Ah, je l'ai plus aussi, mais ouais. Signer à la place Par procuration. par procuration. Voilà. Signé par procuration au niveau de l'auteur correspondant. Donc, la personne mettait ici comme quoi, donc tout en transparence, c'est elle qui l'a fait au nom de l'auteur avec son adresse mail. Donc, ça permettait déjà, maintenant, il saura pour la prochaine fois. Donc, probablement, il n'y aura plus besoin de faire ça, mais aussi de fluidifier un petit peu. Au nom de. Je vois dans le chat, vous avez essayé de nous aider Oui, en proxy au nom de. Voilà, exactement. merci. Je crois qu'on s'est compris. Mais oui, en effet, on peut faire ça pour vous. Et aussi, Sarah et moi, on est là pour ça, hein. Si vous êtes documentaliste, responsable de la recherche, sciences ouvertes ou autre, venez nous voir. On peut travailler ensemble sur le fichier Analytics que Sarah a mentionné. Donc, en gros, c'est un espace sur. J'ai mis le lien du site directement dans le chat, mais sur l'espace OAP. Ça vous permet de voir un peu la tendance au niveau de l'accès ouvert et il y a des universités, il y a des organismes qui
qui tombent des nues quand ils voient le nombre de souscriptions par rapport au nombre d'open access dans les revues hybrides, ce qui est dommage au final parce que c'est pas forcément une utilisation de l'accord. Donc, comme l'a dit Sarah, si c'est pas forcément un choix délibéré, mais une peur de la part des chercheurs, nous, on peut très bien vous aider à faire une demande groupée, par exemple, pour qu'ensuite les chercheurs aient le choix ou non de valider ce- cet accès ouvert. On peut aussi intervenir individuellement au sein des établissements pour faire une petite piqûre de rappel, donc faire sensiblement ce qu'a fait Sarah hein, pendant cette première demi-heure, mais rappeler le périmètre, rappeler aussi ce que c'est que l'accord transformant. On a des ressources sur YouTube. Donc là, j'ai mis le lien vers les licences Creative Commons, mais si vous regardez sur cette chaîne YouTube, il y a une playlist France. Il y a énormément de contenu en français. Sur notre site du Hub également, il y a ces liens pour aller sur YouTube. Donc, mis bout à bout, au final, vous avez pas mal de supports. Donc, de notre côté, voilà, ad hoc, ou sinon, vous avez des supports aussi vidéo que vous pourrez mettre à disposition au sein de vos établissements. Il n'y a pas, voilà. Là, ce site-là, ce que montre Sarah, le Hub Elsevier France, il regroupe les webinaires qui vont arriver. Donc, par exemple, demain, j'en présente un sur les profils institutionnels Scopus. Donc, c'est vraiment assez large. Mais aussi, vous avez différentes catégories et chaque vidéo, à l'époque, pour celles et ceux qui avaient déjà chercher un peu les vidéos sur ce site, ça vous amener vers des liens Zoom. Maintenant, on a tout migré sur YouTube, donc ça sera beaucoup plus facile à transmettre et les gens sont plus habitués à YouTube. Donc, vous avez toutes ces vidéos, vous avez un onglet, là, comme demande Sarah, Accord Couperin et Sévir. Le site Couperin est très bien aussi. Je trouve que il regroupe les bonnes informations. Donc vraiment, allez sur ce site, gardez-le au moins comment dire, en favori. Comme ça, vous pourrez, par la suite, si vous avez une question ou si vous avez des chercheurs qui ont des questions, vous pourrez directement pointer les liens vers l'accord et toutes les ressources vidéo voilà, où vous nous demandez directement. Donc voilà. Je ne sais pas si Sarah, tu avais d'autres choses en plus. Non, très bien. Je vois que je ne vois pas de nouvelles questions. Non, ouais, je vois pas non plus. Euh, J'espère que ça a été clair pour vous. Et juste, pardon, je me permets, Sarah, je fais une petite promo pour mon webinaire de demain. Mais demain, pour celles et ceux qui ont Scopus, par contre, ceux qui sont pas abonnés, si ça vous intéresse, pourquoi pas, mais c'est plutôt pour les abonnés. Je parlerai des profils institutionnels Scopus, donc comment le nettoyer, comment l'analyser et plein d'autres choses pendant 1 heure. Donc voilà, on pourra parler de ça. Vous pourrez poser de vos questions aussi autour de l'optimisation de ce profil, la place qu'a ce profil dans les classements THE et QS. Et voilà, il n'y aura plus aucun secret pour vous à ce niveau-là. Donc voilà. Pouvez-vous nous redonner l'adresse mail pour vous contacter, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, donc il y a différentes adresses mail. Euh, En gros, je vais vous mettre dans le chat. Vous allez recevoir après un récap sûrement avec l'adresse de Sarah, mais euh, nos, euh, nos adresses mail. Donc nous, on n'est pas du service client. S'il y a un bug ou autre, on va pas forcément pouvoir vous aider. Dans ce cas-là, si vous êtes un auteur et vous voulez de l'aide au niveau du support, je vous marque le lien dans le chat, mais aussi ce sera sur la diapositive. C'est oasupport@elsevier.com. Vous pouvez nous mettre en copie si vous voulez, mais ce sera eux qui va, par exemple, vous renvoyer le, le formulaire à remplir pour si vous voulez changer de modèle de publication, si vous avez des questions, s'il y a un bug, c'est vraiment eux qu'il faut voir. Mais nous, on vient plus en soutien à l'université pour former comme on fait aujourd'hui ou voilà, aider plus dans l'expérience utilisateur et dans la connaissance autour de l'accord. Et voilà. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une bonne journée. On va vous transmettre les détails, la présentation et l'enregistrement par mail. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.